Ossisco. Rouyn-Noranda, une ville du nord-ouest du Québec, contient un trait d'union dans son nom. Il y a aussi un trait d'union dans la ville, le lac Ossisco. C'est un lac de tête, sans affluent, qui fait face aujourd'hui à de graves problèmes d'eutrophisation. Ce balado accompagne la réalisation d'un projet collaboratif intitulé « Spectralité et spéculation du lac Ossisco ». Oui, bonjour. Alors, nous sommes au 3e épisode du balado Ossisco, un lac de tête. Je suis en compagnie de ma collègue Audrey Grandchamp. Salut Mélanie. Salut. De 2 participants, dont Gisèle Trudel, bonjour. Salut. Et de Nicole Valois, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Donc, je vous laisserai peut-être vous présenter, Gisèle d'abord, pour comprendre un peu vos pratiques puis actuelles. Oui, merci beaucoup. Alors, donc, mon nom est Gisèle Trudel. Je travaille en arts visuels et médiatiques. Je suis professeure à l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM. La démarche qui m'anime, c'est la démarche en documentaire expérimental que je fais depuis près de 30 ans sous le nom de AE Lab et que je fais en compagnie de mon collaborateur Stéphane Claude, qui est ingénieur du son et artiste sonore. Alors, c'est la démarche qui fait en sorte on va sur les lieux, on s'informe de ce qui se passe sur les lieux et on crée avec les actants et les forces du lieu. Et alors, je pourrais parler plus longuement de ça une fois qu'on va parler du lac lui-même. Mais voilà, c'est un premier aperçu. Puis, Nicole, pour ta part, toi, tu veux-tu te présenter aussi? Oui, bien sûr. Je suis donc Nicole Valois. Je suis architecte paysagiste et aussi professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de la Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal. Et puis... mon champ de recherche, en fait, c'est le patrimoine, mais aussi, comme j'enseigne dans les ateliers de design, j'ai un champ de recherche que je privilégie, en fait, on va dire, de plus en plus, c'est le dessin. Donc, la recherche par le dessin, la recherche par le design. Donc, j'en parlerai un petit peu plus longuement quand va venir la question sur notre démarche, puis nos approches. Mais justement, je pense qu'on peut plonger un peu dans le sujet. Nous, on s'intéresse beaucoup, c'est ça, aux démarches de chaque participante, mais aussi à l'approche plus globale qui les anime. Donc, si vous pouvez nous parler de ça. Aussi, peut-être des conditions dans lesquelles vous aimez travailler. Donc, si vous avez un atelier ou des moments préférés. Des dispositions précises. Peut-être, Nicole, tu pourrais nous... Oui, bien sûr. Ma démarche, moi, est inspirée, en fait, du monde des arts visuels, mais plus particulièrement du dessin. Mais le dessin vu comme une manière de faire la recherche. Donc, la recherche par le dessin ou le dessin comme outil de recherche. Donc, c'est un peu ma démarche. Puis, mon démarche est campée dans une approche qui est propre au domaine de la recherche-création. Et donc, une approche par le dessin. Alors, j'utilise le dessin, évidemment, dans ma pédagogie, quand j'enseigne dans les ateliers de design avec les étudiants. Je l'utilise pour converser avec eux. Donc, on converse en dessinant. C'est mon approche pédagogique. Et je consigne, dans ces moments-là, je consigne les dessins. Et quand je fais mes recherches aussi documentaires ou peu importe, sur un site, par exemple, une recherche d'information, encore une fois, je consigne mes trouvailles dans les dessins. Donc, j'utilise le carnet de dessin pour consigner mes recherches, puis les informations, en fait, qui me semblent pertinentes pour un projet, on va dire. Et... puis, je consigne en même temps, en faisant le dessin, toutes les questions que je me pose par rapport à un phénomène, par rapport à un problème, par rapport à un questionnement. Donc, ça vient alimenter, si vous voulez, les questions que je me pose par rapport à un site, comme ça a été le cas pour le lac Ossisco, dont je parlerai un petit peu plus loin.
Puis le carnet, pourquoi le carnet de dessin? Bien, ça me permet de travailler un peu n'importe où. Donc, j'ai un carnet, bon, on le voit pas dans le balado, là, mais il est ici à côté de moi, qui fait 8 pouces par 8 pouces à peu près. Donc, c'est facile à transporter. Je peux l'utiliser à tout moment. Puis, je travaille donc principalement à partir de mon bureau, soit à la maison ou à l'université, notamment pour ce projet-là. Mais pour finir, en fait, sur cette question-là, moi, je trouve que le dessin, c'est... faire un dessin, c'est long. Puis pendant que je dessine, en fait, j'expose mon esprit, mon corps aussi, à la sensation du mouvement par le dessin, la sensation du trait. Puis j'expose aussi mon esprit aux indices que me donne le dessin en le faisant. Donc, ça va, autrement dit, le dessin en production va susciter des questions. Je vais essayer ensuite de fouiller un petit peu plus, trouver des réponses à mes questions, etc. Mais ça m'aide à aller en profondeur dans un projet. Et faire un dessin dans le cadre d'un projet comme celui-là, par exemple, ça me donne accès aussi à la construction d'un récit. Parce qu'après coup, les dessins, je les organise, puis ça fait une histoire. Donc, ça me donne accès à un récit. Donc, c'est un peu comme ça que je fonctionne avec mes carnets de croquis. C'est vraiment intéressant. Ouais. Moi, je me demandais, quand tu parles de différents dessins qui construisent un récit, comment ils se matérialisent finalement ces dessins-là les uns par rapport aux autres? Est-ce que c'est comme différentes coupes de quelque chose ou tu sais? Oui. Ben en fait, j'utilise de la documentation pour faire les dessins. Puis dans le cas du lac Ossisco, c'est beaucoup les cartes. Les cartes, les documents, les cartes des différents ministères, des cartes que je trouve dans des documents ou des documents qui me donnent l'information que j'essaie de traduire en dessin. Donc, je produis en fait des cartes que je vois. Des fois, je les recopie et je rajoute de l'information dessus qui vient d'une autre carte, etc. Donc, j'accumule l'information sur des cartes que je produis dans mon carnet. Et ça a été, dans le cadre de ce projet-là, la première partie du projet. Donc, de prendre connaissance du lieu par la documentation, recherche sur Google Earth, etc. Puis ensuite, sur le terrain, quand on est allé à l'automne dernier, là, bon, évidemment, j'ai pris des photos et tout ça. Puis, j'ai sélectionné quelques photos pour transcrire, en fait, les impressions que j'ai eues sur le site en forme de croquis. Donc, alors là, c'est des croquis plutôt. Et... après ça, le projet a vraiment évolué. Je pourrais en parler un petit peu plus tard, parce que je vois qu'il y a une question sur l'évolution, mais ce que je voulais dire, c'est que comme le projet a évolué, je me suis attardée après ça à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans le sous-sol de Rouyn-Noranda, puisque, bon, le sous-sol est riche, on le sait, hein, c'est ce qui fait la gloire de cette région-là. Et pour ça, j'ai travaillé, en fait, j'ai essayé de comprendre si je coupais le terrain, qu'est-ce que je voyais en dessous. Donc, j'ai trouvé des informations que j'ai interprétées, etc. Donc, là, c'était des dessins sous forme de coupe. Donc, autrement dit, il y a des coupes, il y a des cartes, des croquis, des schémas, mais aussi de l'écriture, parce que j'ai été inspirée, par exemple, de différents ouvrages. Donc, il y a aussi des citations, des textes de réflexion, etc. Ah, c'est tellement intéressant. Est-ce que Gisèle, de ton côté, tu voudrais nous parler de... D'abord, je suis très contente de faire ce balado avec Nicole parce que on partage une pratique du dessin, mais c'est d'une manière complètement différente. Et pour moi, le dessin est absolument central à ma manière de penser le monde parce que c'est une manière en visualisant quelque chose pour soi-même et ensuite en l'amenant comme une opération dans le monde, on agit avec et sur le monde. Et mais moi, je fais pas de dessin représentationnel. Pour moi, le dessin est une opération de la pensée, une opération de la matérialité. Souvent, je travaille avec la lumière, le dessin en lumière, donc je travaille avec le stylet, avec des composantes électroniques. Et pour moi, le dessin fait en sorte que mon action est une composition en direct avec tous les éléments qui sont réunis. Alors, donc le dessin est une connaissance, est une approche épistémique, onto-épistémologique du monde, mais qui n'est pas une représentation du monde. C'est une manière
d'agir avec le monde. Alors, c'est vraiment intéressant, là, je trouve qu'on soit ensemble. Alors, dans le cas de la disposition dans ce projet-ci, d'abord, c'est effectivement avoir eu la chance d'aller sur les lieux. J'aurais pas pu faire ce projet-ci sans être allé. Je peux pas juste arriver puis OK, je fais quelque chose parce qu'il y a pas d'importation de quelque chose d'existant, de préexistant, ça émerge en fonction du lieu. Et ce que j'ai constaté, on est arrivé avec nos vélos, on était au mois de novembre, et c'est aussi une forme de dessin parce que on circule sur les lieux, on prend connaissance de la topographie du terrain par le mouvement. Et pour moi, ce que ça a fait, c'est ça a alimenté le fait que on pouvait justement se déplacer. Donc, un lac, c'est pas toujours évident de faire ça. Est-ce qu'on va sur le lac? Est-ce qu'on va dans le lac? Là, on va dans les contours du lac. Il y avait déjà une piste cyclable qu'on avait déjà vue. Alors, on était très excités par ça. Et aussi, cette manière, cet interstice qui sépare le lac en plusieurs morceaux et sur lequel on peut se promener. Alors, ça, c'était quand même super intéressant. Et on a perçu là la zone qui s'appelle la région lunaire et on a été très attirés par cette zone-là et c'est avec ça qu'on va travailler. Mais juste pour dire que la disposition vient aussi d'un enjeu, un problème, là, dans le sens un problème philosophique, un problème qui nous pose obstacle, un problème qui est quel est ce lac, le lac avec autant d'histoires, avec autant d'enjeux environnementaux. Comment allons-nous créer avec ce lac, avec ses conditions propres? Et je demeure très perplexe à propos de ça. Je dois dire que c'est pas résolu du tout, mais c'est ça la beauté du projet, avec son aspect spéculatif, c'est que ça nous engage à aller à sa rencontre. Et alors, c'est la disposition que l'on prend pour l'instant, Stéphane et moi. On pourrait avoir l'impression qu'il y a comme une tension entre la technique au niveau du dessin, mais aussi, justement, Gisèle, toi, tu travailles avec des données et avec des données scientifiques, mais aussi avec des scientifiques en tant que tels et leur manière de travailler. Oui. Puis il y a quand même une volonté de faire des œuvres, des vecteurs de sensibilité. Puis, je me demandais comment vous envisagiez cette tension-là, en fait, entre la technique et le sensible aussi, parce que il y a quand même une espèce de méfiance quant au fait de la prise en charge des enjeux climatiques ou des enjeux sensibles par la technique, comme comment ça peut nous glisser finalement entre les doigts. Puis, j'étais curieuse de savoir comment vous abordez cette tension-là, qui est une tension un peu... Moi aussi, ça a été ma première réflexion quand vous nous avez jumelés, finalement. Je me suis dit, wow, Gisèle et moi, on a comme deux techniques complètement différentes. Ça va être super intéressant de discuter de ça, d'autant plus que Gisèle, elle a aussi une pratique de dessin, donc c'est vraiment intéressant comme jumelage, je trouve. Je suis contente d'être avec toi, Gisèle. Mais moi, la question de la manière dont je l'ai pris, puis ce que j'ai répondu spontanément, c'est que les œuvres qui font usage du numérique, comme le fait Gisèle, tout comme les œuvres qui font usage du dessin, pour moi, c'est des vecteurs de sensibilité, les deux. Dans le sens où ces œuvres rejoignent des sensibilités d'individus et des collectivités. Alors, il me semble que c'est d'ailleurs le propre d'une œuvre d'art, d'être un vecteur de sensibilité. Tout le monde n'a pas la même sensibilité, faut dire aussi. Mais peu importe son médium. Et puis, si d'une personne à l'autre, justement, les tenants de la sensibilité peuvent varier, c'est aussi le propre d'une œuvre d'art. Hein. Alors, mais moi, le sentiment que j'éprouve, parce que je suis allée voir sur le web tes œuvres, Gisèle, puis quand je vois ce que Gisèle fait, je trouve ça admirable. Moi, j'ai été comme vraiment impressionnée. Et puis, je me suis dit, par exemple, je pense à l'œuvre qui est dans le jardin botanique, et je me suis dit, wow, j'aurais aimé ça, être sur place, parce que j'ai l'impression que j'aurais été encore plus envahie
par l'émotion, parce que là, il y aurait eu le son, le visuel et tout ça, donc j'aurais été envahie par l'œuvre. Donc, c'est ce que j'ai éprouvé en regardant les images de cette œuvre-là. Donc, ça touche plusieurs sens. Et quand je vois une œuvre comme ça aussi, ça m'intrigue, parce que je me dis, c'est quand même tout un processus de mettre en espace une œuvre comme ça qui utilise le visuel, le son, etc. Donc, il y a toute technique, une ingéniosité même technique pour arriver à ces résultats-là. Et voilà, donc j'ai été comme impressionnée, vraiment. Mais quand je suis devant une œuvre, par exemple, au musée, une œuvre à l'huile, par exemple, d'un peintre du 18e, 17e, 15e, peu importe, mais il y a aussi une ingéniosité technique, en fait. Et je m'interroge, parce que je m'y intéresse aussi, je vais m'interroger sur comment on arrivait à faire en 1500 quelques de l'huile, avec quels matériaux et tout ça. Bon, j'ai une connaissance un peu limitée par rapport à ça. Je sais un petit peu, mais je m'interroge par rapport à ça. Je me demande comment l'artiste, comment il a commencé son œuvre, comment il a progressé, il a fait progresser, etc. Donc, j'ai aussi ces questionnements-là par rapport à la technique. Puis, je peux aussi être envahie par l'émotion tout autant en voyant une œuvre comme ça. Peut-être juste différent. La sensation corporelle est peut-être différente d'une à l'autre, mais ça m'envoie dans un univers de rêve et tout autant. Donc, je peux pas parler, moi, de mes œuvres puis de la sensibilité que mes œuvres incarnent, mais autrement dit, bon, comme je l'ai dit, je peux éprouver autant d'émotions à regarder une peinture à l'huile, une sculpture, une installation, un film, etc., puis me sentir envahie par une œuvre, peu importe, en fait, la technique, en fait. Mais je sais que moi, quand je fais du dessin, par contre, ou quand je vois un dessin, je peux dire ça aussi, c'est que je ressens le trait, en fait. Je peux comme essayer, je peux ressentir ou m'imaginer, ressentir, parce qu'on peut pas se mettre dans la peau de l'artiste, mais je peux m'imaginer ressentir ce que l'artiste pouvait ressentir en faisant un trait, dépendamment du trait, sa longueur, son épaisseur, la couleur, quel autre trait il rejoint, etc. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte dans l'appréciation. Oui. Gisèle, avant de... Oui. En fait, il y avait aussi la question de l'autre couple antithétique, là, qui est en fait technique nature. Là, oui, c'est ça, là, qui est comme un faux problème. Mais dans ça, j'aimerais aussi... Parce que je pense que c'est un peu ça aussi, le genre de... L'espèce de... Pas critique, mais comme le... Comment dire? J'ai l'impression que tu as déjà été face à ça quelquefois. Je dirais que c'est l'enjeu principal de ma démarche, parce que ce qu'on appelle technique dans notre société est souvent considéré comme étant moindre et quelque chose d'accessoire et quelque chose qu'on peut laisser de côté, mais quand en réalité tout est technique. Si on est assise à cette table, c'est parce qu'il y a une technique de la table, il y a une technique de la chaise, il y a une technique du micro. Si on est dans un bâtiment quand il fait moins 27 dehors, c'est qu'il y a une technique du bâtiment. Et toutes ces techniques sont en fait notre relation entre humain et environnement naturel. C'est des environnements qui sont co-créés. Et on pense tout le temps dans une approche, je dirais, essentialiste de l'humain et de la nature comme étant déjà donnés. Et alors, puisqu'ils sont déjà donnés, ils sont auto-créés. Et dès qu'on tombe dans une fabrication, c'est de moindre qualité, c'est de moindre importance. Et je crois que c'est un problème culturel de la technique, que on a considéré que la technique, elle est secondaire quand elle est centrale. Et pour moi, c'est vraiment principal. Et je pense ces choses-là avec des personnes comme Bergson et Gilbert Simondon. C'est pas moi qui ai pensé à ça. J'ai heureusement eu la chance de visiter des textes philosophiques et de les étudier pour dire... justement, la tension, elle est très importante et on n'est pas dans une harmonie entre les choses. On est toujours en train de les co-créer dans des contextes qui sont, somme toute, assez difficiles. Et c'est pas nécessairement plus difficile maintenant que ça l'était avant. C'est juste que le contexte a changé. Alors, comment faisons-nous pour être dans ce contexte qui est un contexte de haute pollution, de changement climatique, etc., et d'être capable d'encore faire
faire les choses. Et c'est là où la tension se manifeste pour moi. Je veux être encore capable de faire les choses. Mais comment? Comment allons-nous le faire? Et évidemment, la technique est un vecteur pour ça. Mais ça veut pas dire que ça déresponsabilise ou ça doit prendre la place d'une pensée qui est attachée à ça. Il n'y a pas une solution technique qui n'est pas agencée à une situation particulière. Et c'est là encore, je pense, notre enjeu, c'est que on va se dire, quelqu'un d'autre va s'en occuper, les ingénieurs ils vont le faire, ça va être correct. Ben non. Oui, ils vont en faire un peu, mais nous aussi, on va en faire. Et puis, l'approche du lac Kosciuszko, pour moi, c'est exactement ça. Encore une fois, on en a cette fonderie qui est là. On a le terroir qui est tellement riche en minéraux, en métaux. Et là, on a ce lac qui est tributaire de toutes ces activités. Et on pense toujours au lac comme étant l'eau qui étant la vie. Mais est-ce qu'on peut encore dire ça? Alors moi, c'est ça qui m'intéresse dans ce projet-ci, c'est qu'on peut dire, waouh, il y a un lac au centre-ville, c'est extraordinaire. Mais il y a un lac parce que il y a une fonderie parce qu'il y avait un lac. C'est pas l'inverse. Les choses se sont rajoutées autour du lac parce que le lac était là. Alors ça, c'est intéressant. C'est nature-culture tout le temps. C'est pas des dichotomies. Elles sont absolument enchevêtrées. Alors c'est ça qui est intéressant. Mais je trouve ça intéressant le lien qui fait entre Gisèle, entre la fonderie puis le lac, les espèces de tensions qu'il y a là-dedans. Mais je trouve que ça rejoint aussi ce que Nicole disait par rapport quand on apprécie une œuvre d'art puis qu'on voit le mouvement, mais que c'est aussi lié à l'évolution du matériau qui a été utilisé puis que ça entre ensemble. Puis c'est un peu ça qui fait l'expérience esthétique, tu sais. Puis je trouve que c'est ça qui est intéressant dans l'art, de pouvoir créer à partir de matériaux, mais aussi entrer en dialogue critique avec ces matériaux-là, finalement. En tout cas, il y a comme quelque chose là-dedans. Où les matériaux rentrent en dialogue critique avec nous. Oui. Donc, il y a une dimension scientifique aussi dans la production artistique aussi. Il y a une dimension scientifique. Tout comme il y a cette dimension-là pour le projet du lac Kosciuszko, hein. Je veux dire, il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont impliqués dans le développement de cette région-là. Puis moi, j'ai fait affaire. C'est-à-dire, j'ai utilisé des documents, beaucoup de documents qui sont produits par des scientifiques aussi. Il y a comme un langage propre au développement de cette région-là, à l'activité minière, à la fonderie Horn, etc. Il y a tout un langage graphique, un langage textuel de ce milieu-là. Et en fait, moi, je pense par le dessin, j'essaie de m'approprier un tant soit peu ce langage-là, parce que j'aime bien citer Teresa Gali-Izard qui dit que le langage du dessin, c'est comme une structure qui fait la synthèse de données très, très denses, des lectures qu'on fait qui sont produites par les scientifiques, en fait. Donc, le dessin permet de donner accès, en fait, à ces informations-là qui sont autrement très, très denses. Donc, le dessin, il fait comme la synthèse. Puis, ça facilite, elle dit, la transition entre la science et le design. Bon, dans le domaine de l'architecture de paysage, c'est un peu ça qu'on fait. On travaille avec des scientifiques aussi ou avec des documents scientifiques, puis il faut les traduire pour finalement transformer les lieux puis que ça soit accessible à tout le monde aussi, les productions qu'on fait. Donc, ce lien-là entre science, art et cette dichotomie-là dont Gisèle parlait, le lac est super beau, mais bon, on sait que la fonderie Horn, que le lac est pollué, etc. Ces tensions-là sont très intéressantes, je trouve, dans le cadre de ce projet-là à explorer. Je trouve que c'est comme important aussi ce que vous dites parce que ça montre vraiment qu'il y a comme un postulat, je sais pas, qui est celui que l'art est concerné aussi par les questions environnementales, les questions scientifiques, puis ça permet aussi de sortir justement les documents de lieux où, tu sais, intramuros, là, ou des lieux de recherche qui sont pas nécessairement accessibles à la population. Puis je trouve que, en tout cas, une des actions du symposium, c'est ça, c'est peut-être de créer juste un espace de discussion puis de réflexion à partir du sensible, tu sais, sans apporter nécessairement de réponse. C'est ça que je trouve vraiment important dans ce que vous avez dit. Puis je pense que ça nous amènerait un peu justement à la partie impression du lac, à savoir justement précisément ce lac-là dont on n'arrête pas de parler. C'est quoi qui vous a frappé ou le plus stimulé quand on est allé sur place? Peut-être une impression à chaud quand vous y étiez, mais aussi qu'est-ce qui est resté après, puis
ça a mené à l'utilisation de quel type de documents, justement, si vous avez des exemples, puisqu'on en parlait, là? Mais peut-être qu'on peut juste revenir aussi sur la question du sensible. Moi, je l'aborde dans selon Bergson. Donc, Bergson, le sensible, c'est quelque chose qui demeure ouvert. C'est pas l'expression d'une subjectivité personnelle, bien que ça pourrait l'être. Mais l'important, c'est que cette chose-là active quelque chose qui s'est pas fermé, c'est pas révolu. Alors, parlons du lac. Ben, d'abord, j'ai trouvé que c'est extrêmement beau. Tu sais, je veux dire, au premier regard, je veux dire, avoir un lac, moi, j'adore l'eau, j'adore me baigner. Puis j'ai été très, très impressionnée que Jonathan ait fait la natation dans le lac. Bien sûr, on a lu auparavant toute la contamination et tout, puis tu te dis, wow, OK, qu'est-ce qui va se passer quand je suis près de ce lac-là? Il peut avoir, parce que c'est pas juste le lac, c'est une approche, on en parlait quand on était en équipe, c'est plutôt une approche cubique, là, je veux dire tridimensionnelle, même 4 temps, là, dans le sens, on passe des 3 espaces vers le temps, on a 4 dimensions, mais là, c'est ce qui est en dessous, ce qui est au-dessus, c'est le vent, alors c'est le mois de novembre, quand même, c'est le mois de novembre, il peut être un mois un peu triste, tu sais, les arbres ont pas de feuilles, on perçoit vraiment les corps des arbres, mais le lac a l'air super vital. Alors, je demeure encore extrêmement perplexe à propos de ce lac-là. Après ça, je suis allée, ça c'est première impression, puis ensuite quand on est retourné les autres journées, ben là, je regardais vraiment la végétation là qui était à côté et j'étais vraiment troublée, puis je trouvais que la couleur c'était comme un vert fluo, puis ouais, c'est ça c'est quelque chose qui m'a j'ai de la tristesse pour qu'est-ce qui se passe pour la faune, pour la végétation, parce que les autres ils peuvent pas vraiment bouger, ils ont besoin de rester plus près de l'eau. Alors je demeure vraiment troublée. Je suis troublée par cette circonstance. Ben moi, pareil. En fait, on parlait de tension tout à l'heure, puis effectivement, comme toi, Gisèle, je vois ça quand je vois le lac. Ma première impression, ça a été, comme toi, c'est magnifique. Magnifique. Un grand lac comme ça, comme beaucoup de lacs, ça permet de voir le ciel. C'est très, très beau. C'est comme une espèce de miroir. Donc, sachant que le lac est pollué, c'est sûr que il y a ça qui rentre en ligne de compte quand je fais mon appréciation. Donc, il y a une sorte de tension entre la beauté du lac puis la dégradation du lac. Mais ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a encore de la vie. Oui. Sur ce lac-là, il y a encore de la vie. Et j'ai été aussi frappée par la couleur de l'eau, la couleur changeante de l'eau, non seulement par le fait que dans le bassin nord, c'est plus vert, plus pollué, puis c'est donc fermé à tous les usages. Le bassin centre est peut-être un petit peu mieux, puis que le bassin sud est celui dont on parle quand on parle de mise en valeur du lac Ossisco. Ça, j'ai vu ça dans les documents. J'ai été frappée qu'on parle seulement de cette section, comme si le lac Ossisco, c'était seulement que le bassin sud. Alors ça m'a frappée. Mais quand je parle de changement de couleur aussi, je pense à l'éclairage. Donc, quand il fait très soleil, quand il fait gris, puis à un moment donné, quand on était là, il faisait nuageux, puis le temps était calme, puis le lac il était gris, il se faisait comme une plaque de métal. Là. J'avais vraiment l'impression que c'était comme un couvert de métal. Et bon, peut-être que je faisais le lien avec ça parce que on est dans une région où il y a de l'extraction de métaux, mais cette couleur-là me faisait dire le lac est dur, tu sais. Et cette dureté-là, je pense que je l'associais peut-être inconsciemment à la dureté qu'évoque un lac pollué qui a déjà été sain, puis donc moi, comme toi, j'adore me baigner dans un lac, j'adore les lacs, mais j'ai été impressionnée par le fait que Jonathan se soit baigné ou énergé dans le lac, mais je le ferais pas. Tu sais, je me dis, c'est quelque chose d'un peu rebutant quand on sait que le lac est pollué. Mais je trouve ça courageux, par exemple, de faire fi de ça puis de dire c'est de l'eau quand même, puis j'y vais. Alors, il y a tout ça qui m'a
qui m'a occupée, qui a occupé mon esprit quand j'ai vu le lac. Mais effectivement, c'est un beau lac par sa grandeur, en fait, presque aussi grand que l'urbanisation qui est concentrée autour du lac, là. Alors, c'est ça qui est impressionnant. Je suis quand même curieuse de vous entendre, en fait. Je sais pas si c'est hors sujet, mais je me demande, c'est quoi votre rapport avec d'autres cours d'eau qui sont plus à proximité de nous? Est-ce que vous avez cette même impression-là de pas pouvoir vous baigner, de pas pouvoir... que ça a l'impact de l'homme est le même ou que... Parce qu'elle parlait beaucoup de lac urbain pour faire le lien avec... en fait, je devrais dire Geneviève, celle du collectif Territoire, parlait beaucoup de l'aspect lac urbain du lac Kosciuszko, que c'est, oui, il y a la mine à côté, mais il y a l'idée aussi qu'il y a beaucoup des déchets, en fait, qui proviennent des eaux pluviales et en tout cas, des bassins de rétention, tout, en tout cas. Donc, il y avait comme aussi un aspect qui venait rejoindre un peu plus nos problématiques, mettons, je dirais, urbaines par rapport à nos propres cours d'eau. Puis, j'étais curieuse de savoir un peu, moi, c'est un peu ça qui m'a frappée quand je suis revenue, en fait, chez nous. Je me disais, c'est quoi mon lac Kosciuszko? C'est quoi ma fonderie Horn? Qu'est-ce que je vois plus ou qui fait partie du paysage, mais que en tout cas, je sais pas si c'est clair, là, mais oui, mais c'est intéressant là, comme question, parce que c'est vrai que ça... que en fait, de voir le lac Kosciuszko, c'est une expérience qui est en lien avec nos expériences des lacs au Québec, hein, parce que tout le monde s'est baigné dans un lac, je pense, au Québec. Hein, c'est un peu notre paysage commun. Mais en fait, quand un lac urbain, c'est vrai que, en tout cas, mon rapport à moi par rapport à d'autres lacs urbains, je vais toujours me poser la question, est-ce que c'est propre? Ouais. Et comment on gère l'eau qui arrive? C'est ça. Donc, c'est toujours des questions que j'ai en tête quand je vais dans un lac urbain. Non, je me baignerai pas. J'ai pas confiance, mais c'est pas que j'ai pas confiance dans l'eau ou en l'eau. J'ai pas confiance en l'humain. J'avais fait une étude il y a quelques années. On avait fait un gros projet sur le traitement des eaux usées et on avait regardé une approche d'un biologiste avec des plantes qui font tout le travail de filtrage dans l'eau. Et puis on a fait une étude sur l'immense station des usines d'épuration des eaux usées de Montréal. Et c'est absolument ahurissant. Mais c'est aussi important que ça soit là. Ouais. Alors, tu vois, pour moi, ça demeure toujours, c'est pas comme réglé. Mais il faut qu'on tienne compte, chaque fois qu'on fait quelque chose, on ne peut pas juste dire, il y a de l'eau, c'est génial, je vais aller me baigner. Même si j'aimerais vraiment faire ça. Je me pose toujours une question, où suis-je? Est-ce que c'est une bonne idée? Mais c'est intéressant parce qu'on dirait que la question de la baignade, ça devient aussi le vecteur de comme comprendre les interactions qu'il y a eu dans un espace, les traces, les empreintes un peu industrielles qu'il y a, puis on dirait que c'est comme là où finalement la question te pose, est-ce que je me baignerais? Là, on dirait qu'il y a plein de choses qui apparaissent pas habituellement, qu'on se dit, mais en fait, c'est quoi les affluents dans cette eau-là? Puis là, il y a des choses qui se révèlent qu'on n'aurait pas... On dirait que c'est l'action qui permet de poser la question. Qu'on brasse les jambes dans l'eau, puis ça soulève de tout ce qui est en dessous. C'est ça. Physiquement, mais aussi symboliquement. Là, il y a exactement. Faut se baigner, en fait, sans faire bouger trop l'eau pour pas que les sédiments s'activent. Donc là, on serait rendu dans la dernière phase de l'épisode où on aimerait vraiment plonger dans vos propositions, dans l'état actuel de votre processus. On sait que c'est pas encore abouti, mais c'est ça qui est intéressant finalement. Donc, je repartirai peut-être du début. Là, on vient de parler de vos impressions du lac. Fait que dans votre création actuelle, c'est quoi le point de départ de votre proposition ou une impulsion qui vous est restée? Nicole, peut-être, en premier? Oui, en fait, j'ai assisté, moi, à l'événement littéraire au Théâtre Outremont l'automne dernier. Arsenic, mon amour, le spectacle, en fait, spectacle littéraire plutôt, Arsenic, mon amour. Puis il y a eu une discussion à la fin avec des citoyens de Rouyn-Noranda, Mère au front, etc. Et puis c'est là que j'ai acheté le livre de Jonathan Lelac, en fait, que j'ai lu tout de suite après. Et par cette rencontre-là avec les citoyens, que j'ai ressenti vraiment comme les gens avaient un attachement par rapport au lac, ça m'a frappée. Et j'ai découvert aussi,
parallèlement ou en même temps, dans le livre de Jonathan, je me suis fait une idée de la spatialité du lac, en fait. Donc, des passages qui sont très imagés, comme on peut dire. Donc, j'ai eu beaucoup de sympathie pour le narrateur qui essaie de cerner le lac, hein, en décrivant ce qu'on y trouve, quelle grandeur il a, qu'est-ce qu'on peut y faire, etc. Donc ça a été comme un point de départ pour moi pour comprendre la spatialité du lac. Je connaissais pas Rouyn-Noranda, même si j'étais allée quand j'étais jeune, et à l'âge de 13 ans. Puis ce qui m'avait frappé, c'était la présence des roches. En fait, je me souviens même pas du lac, mais je me souviens de la présence des roches. Donc, c'est le lac et les roches, ça a été comme mon point de départ. Puis j'ai voulu en savoir un peu plus après. J'ai voulu comprendre le lac dans sa région, la région dans le Québec, le sol rocheux du Québec. Parce que je me dis, si on y va, si les exploitants vont là pour y extraire des métaux, c'est qu'il y a quelque chose dans le sous-sol, c'est quoi ce sous-sol? Donc, je me suis intéressée à comprendre, le lac dans son ensemble. Et dans un premier temps, puis ensuite, le sous-sol. Donc, le saut d'échelle a été pour moi comme ma méthodologie, mon moteur méthodologique, en fait. Donc, évidemment, quand on est allé sur le site, on l'a marché et tout ça, j'ai vu les arbres noueux, j'ai vu la pollution et tout ça, donc j'ai vu de très proche là qu'est-ce que le lac avait l'air. Et j'avais vu juste avant que sur Google, par exemple, on voyait très bien qu'il y a une partie qui est verte, en fait. Et c'est un indice que j'avais trouvé justement dans le livre de Jonathan. Donc, j'avais vu ça. Donc, je voulais voir en réel qu'est-ce que ça voulait dire. Et donc, je me suis intéressée à l'histoire géologique, qui est un peu visible justement par la présence des roches là. Donc, je voulais savoir c'était quoi ce socle rocheux pour savoir que c'était évidemment le bouclier canadien. Hein, presque tout le Québec, c'est le bouclier canadien, mais c'est cette province, ça s'appelle province, cette section-là, parce qu'il y a sept parties du bouclier canadien au Canada. Et cette partie-là, où est Rouyn-Noranda, c'est la province du Lac-Supérieur, ça s'appelle. On dit, OK, on est dans le bouclier canadien, province du Lac-Supérieur, mais encore. Donc, j'ai cherché à comprendre, en fait, les différentes formations, parce qu'on sait que le bouclier canadien, c'est à 3 milliards d'années. Mm-hmm. Les dépôts meubles sur le bouclier sont très minces dans cette région-là. C'est 50 cm maximum. Et c'est des dépôts meubles qui ont été, en fait, des matériaux qui ont été déposés pendant la dernière période glaciaire. Donc, c'est de la roche, finalement. Et c'est de la roche... Dans les documents, on disait, oui, c'est de la roche volcanique et tout ça. Je disais, oui, mais quelle roche volcanique, tu sais? Pourquoi il y a différentes couleurs et tout ça? Et évidemment, il y a plusieurs roches dans la famille des roches volcaniques. Et bon, j'ai appris que les on dit pas roches volcaniques, d'ailleurs, on dit roches magmatiques, qui sont volcaniques, c'est-à-dire qui ont refroidi à la surface, et les roches magmatiques plutoniques qui ont refroidi en profondeur. Donc, il y a comme deux familles de roches magmatiques, si on veut, mais dans cette famille-là, il y a plusieurs types de roches. Donc, finalement, j'ai réussi à saisir un petit peu ça avec tout ce beau vocabulaire que j'ai essayé de comprendre, andésite, rhyolite, diorite, finalement, pour faire la synthèse, si vous voulez, de ça. Et effectivement, on est dans un sol très, très, très rocheux avec un sol meuble très, très mince. Donc ça me donne quand même une compréhension à une échelle très, très... une temporalité très longue là, de la formation du lieu. Mais c'est cette temporalité-là qui a donné à Rouyn-Noranda son essence ou son paysage, en fait. Puis c'est en raison de ça que ça a été exploité. Parce qu'il y a une faille qui passe par là, puis quand il y a une faille, bien, il y a une richesse au niveau des minéraux. Puis on a creusé sur la faille pour trouver les minéraux, l'or, le cuivre, etc. Et puis ça, ce travail-là de creusage pour aller chercher les métaux, plutôt, ça s'est fait de façon très, très rapide si on compare les deux échelles de temps, là. Donc, ça s'est fait en 100 ans, alors que le sous-sol rocheux
qui est très, très proche des pieds de ceux qui circulent dans Rwanda, mais il est à 50 cm et même parfois au-dessus du niveau du sol. Le lac Osisko repose sur ce socle rocheux qui est millénaire, 3 milliards d'années. Donc, ça m'a frappé, en fait, ces échelles ces différentes temporalités-là. Ça m'a frappé. Donc, je suis rendue là dans mes recherches là, en fait, les profondeurs. D'ailleurs, le titre de mon projet que j'ai donné jusqu'ici, c'est « Dessiner nous fait regarder en profondeur ». Quel tracé l'activité minière a-t-elle laissé? On le voit pas. C'est invisible. On ne sait pas comment c'est tracé dans le sous-sol. Donc, on a très peu d'informations, en tout cas, quelques informations, quelques cartes où on peut voir comment ça se déploie dans la ville. Mais combien creux? J'ai appris que c'était 600 mètres de profond, la mine Horn, la première. Là. 600 mètres de profond, c'est énorme. Il y a des galeries, etc. Mais quel tracé ça laisse? On ne sait pas. C'est invisible, comme la pollution est invisible. Donc, c'est ça qui m'a intéressée dans la démarche de mon projet. Voilà où j'en suis. Puis toi, Gisèle, est-ce que oui, ben encore là, j'adore entendre parler Nicole parce que je crois qu'on la région on parle de nature-culture encore une fois parce que l'un n'existe pas sans l'autre et puis quand on parle dans des temporalités aussi longues, c'est la même chose pour l'arbre. L'arbre qui est un survivant de millions d'années. Et ce que moi j'ai perçu là-bas, c'est que j'ai fait quelques photos et puis j'ai demandé à des collègues scientifiques quel était le problème là, qu'on voyait sur les arbres. Alors, 2 de mes amis m'ont dit que c'est ce qu'on voit plus près du bassin où est le bassin de polissage, c'est les peupliers faux-trembles nécrosés. Alors, parce que les sols sont riches en métaux, ça fait des déformations de croissance. Alors, mais il y a des solutions à ça. Si les gens le souhaitent, bien sûr, parce qu'ils reconstruisent les sols. Alors, c'est intéressant de dire, il y a ces sols très, très, très anciens, mais ensuite, on vient les alimenter avec des sols nouveaux et des sols différents. Et alors, tout ça, ça permet encore toutes sortes d'autres enchevêtrements. Alors, je trouve ça quand même assez intéressant parce que un de ses collègues, Nicolas Bélanger, qui est à l'Université TELUC, sa spécialité, c'est les sols contaminés. Et puis, il y a des arbres qui peuvent vivre sur ces sols-là. Et la région où on veut faire le projet, Stéphane et moi, donc on ferait un circuit de vélo à partir du centre-ville, mais je veux dire, c'est 6 minutes. Mais le circuit fait partie de l'expérience. Alors ça, c'est important. Et on arriverait à cette région lunaire. Alors, c'est appelé lunaire. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Et alors, pourquoi cette pensée d'une autre quelque chose qui est à l'extérieur de la Terre. Alors c'est nommé comme ça par les gens eux-mêmes, la région lunaire. Et ça a beaucoup d'attrait pour les gens parce que les gens font des espèces d'amas de roches. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là aussi? Ce sont des bouleaux. Et les bouleaux, pourquoi c'est fascinant? C'est considéré comme un arbre pionnier qui arrive après soit des feux. C'est un arbre qui pousse plus rapidement. Ça a besoin d'eau aussi. Mais il y a beaucoup de boulot dans cette zone-là. Et je me suis dit, mais ça, d'abord, c'est blanc aussi. Ça fait que je peux projeter sur ça. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose d'autre, là. Et quand j'ai fait un peu de recherche sur le bouleau, le bouleau, il y a carrément un bouleau qui s'appelle un bouleau à papier. Le bouleau qui est plus blanc que les autres. Il y a des bouleaux jaunes, il y a le bouleau gris, il y a beaucoup de différents types de bouleaux. Mais alors, le bouleau à papier a servi de support à l'écriture. Et alors, je trouve ça assez fascinant de pouvoir invoquer la force du bouleau, écrire par la lumière et avec le stylet sur l'écorce de bouleau. C'est ça que moi j'ai envie de faire. Je sais pas exactement encore qu'est-ce que Stéphane va faire. Stéphane est très intéressé par en ce moment il travaille le son concret, donc le son qui est capté. Et aussi la synthèse modulaire. Donc ça, c'est des sons qui sont créés par les machines. Alors c'est un mix encore de monde naturel, de monde
de monde modulé par les machines elles-mêmes. On sait qu'on est dans ces mondes-là aussi, hein, maintenant, de plus en plus. Quel est le travail des machines? C'est quand même assez prédominant là, dans nos mondes. Alors, est-ce qu'il faut s'en méfier? Peut-être, mais pas exclusivement, je dirais, mais quand même. Alors, pour l'instant, on est un peu rendu là. Ce qu'on a réussi à trouver, c'était un peu les différentes cultures dans leur manière de nommer le boulot. Burga, Betsula, Papifera. Alors, c'est témoin des cultures, encore une fois. Donc, cet rapport entre l'arbre comme actant et aussi témoin. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Et je crois qu'on va faire quelque chose qui est très ambiant. En tout cas, on va voir. C'est pas une performance où on arrive puis c'est fini. Je crois qu'on a juste envie d'être sur les lieux, de voir qu'est-ce qui émerge avec le lieu, quelque chose peut-être de plus longue durée. Mais évidemment, on est toujours façonné par la météo et je suis toujours inquiète de ça. Alors, est-ce qu'il va faire beau les 2 jours qu'on est là? Moi, quand je travaillais sur les installations de la chaire, je visitais l'almanach des fermiers à partir de maintenant, à peu près janvier. Là, qu'est-ce qui était annoncé comme météo pour la saison suivante? Et puis l'été passé, c'était vraiment juste. Les autres saisons aussi, c'était soit sécheresse, mais l'été passé 2024, c'était pluvieux et c'était fidèle à la projection de l'almanach. Alors, je sais pas si j'ose regarder dans cette connaissance millénaire qu'ont les personnes en agriculture de saisir les mouvements autant climatiques que météorologiques. Alors, fait qu'on verra. Mais je crois que ça va être quelque chose de... J'ai commencé à consulter les archives qui ont été montées par vous, que je trouve exceptionnel que c'est là. Parce que, tu sais, on l'a refait par nous-mêmes et wow, c'est déjà en grande partie constitué. Et j'ai aussi été très touchée par le type de langage que l'on trouve, très scientifique, des mémoires, ensuite des traces de photos d'époque, l'écriture qui est associée à ça. Alors, tu sais, je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais c'est vraiment le principe d'une écriture, une calligraphie lumineuse qui se compose avec les bouleaux et cette musique un peu extraterrestre, lunaire, qui est en contact avec le lieu. Fait qu'on verra, mais c'est toujours dur de dire les choses à l'avance, mais ça s'annonce un peu comme ça. On sent déjà une ambiance quand même, là. Oui, j'espère. Mais aussi avec l'effort de pédaler pour y arriver, pour faire partie. Alors, j'espère que ça va pouvoir se faire. Les vélos stationnaires pour faire de l'électricité. J'ai déjà vu ça. On l'aura pas cette fois-ci, là, mais on utilise quand même nos jambes. C'est pratique. Mais comment vous envisagez votre participation dans le cadre d'un symposium? Comment vous attendez un peu à l'ambiance du symposium, puisqu'on sait que là, il va y avoir plein d'œuvres qui vont être comme en contact les unes des autres? Comment vous envisagez cette interdisciplinarité-là? Mais peut-être c'est un peu... Ben, moi, je peux y répondre parce que c'est une question que je me pose aussi. OK, bon, ben... Au départ, au départ, en fait, j'ai tout de suite commencé, comme je l'avais annoncé, à consigner donc ces recherches-là dans le carnet de croquis que vous voyez ici. Et mon idée, en fait, c'était de faire de présenter carrément le carnet ou de faire un zine, par exemple, avec le carnet qu'on peut distribuer, par exemple, ou qu'on peut exposer. Donc, de travailler à partir des cartes et coupes que j'ai fait dans ce carnet pour créer comme une espèce de narration visuelle, en fait. C'est un peu ça, mon objectif. Donc, le produit final serait plus de cette matérialité-là. Donc, c'est ça que je vise. Puis, voilà. Donc, puis, oui, je m'appuie beaucoup, moi, sur cette idée-là que et ça, c'est Catherine Dee, qui est une architecte paysagiste anglaise qui a écrit beaucoup sur le dessin et tout ça, mais elle dit que le paysage raconte une histoire. C'est vrai, parce que quand on va observer un paysage, on a tout de suite une histoire en main, je dirais, mais on voit une histoire, on peut se raconter une histoire
en voyant un paysage. Puis Rouyn-Noranda a une belle histoire, je trouve. Et de faire une image de ce paysage-là, ce qu'elle dit, c'est de faire un acte critique. Donc, enfin, pour moi, en examinant le lac comme ça, je pense qu'il y a de nouvelles questions qui vont surgir. Puis, j'aspire en tout cas à en faire un acte critique. Est-ce que tu vas produire ton dessin avant d'y arriver ou tu vas le produire sur place? Avant d'y arriver. Avant. Oui, c'est ça. OK. Oui, je vais le produire avant d'arriver. OK, ouais, c'est OK. ça. Mais je pourrais, rendu sur place aussi, faire des croquis in situ là, de l'événement même, oui, parce que ça, oui. c'est une pratique que j'ai aussi, Oui. c'est-à-dire faire des dessins in situ, mais je pourrais aussi faire ça. Oui, Ouais, continuer à c'est rajouter cool. les couches. Ouais. Oui. Bien. Oui. Une bonne idée. Moi, d'abord, j'adore le mot symposium parce que ça veut dire partage. Partage peut avoir deux sens. Ça peut dire scission, hein, parce qu'on repartage quelque chose qui est une unité. Mais c'est aussi le symposium où on amène plein de choses et on se les redistribue. Alors, je suis avide de ces instants-là réellement où il y a une contribution de plusieurs personnes, puis là, qu'est-ce qu'on crée grâce à ce moment d'être ensemble. Alors, puis j'ai hâte, évidemment, de voir comment ça va être au mois de mai, parce que novembre, c'était assez austère, mais toujours beau, mais ouais, que ça va être quoi, là? Ouais, alors, voilà. C'est des bonnes questions. Oui. Mais en tout cas, moi, je vous remercie. Je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode, mais je vous remercie pour votre générosité, toutes les questions, les pistes aussi que vous avez soulevées. Je pense que ça va être intéressant aussi de voir justement les maillages qu'il va y avoir avec les prochains épisodes. Oui. Puis évidemment, voir comment ça va se matérialiser au symposium, mais aussi dans la publication qu'il y a après. Oui, merci de vos questions, parce que c'est sûr que ça, c'est très aidant là, pour préparer l'entretien ici. Oui, merci beaucoup. Alors, à la prochaine. Oui, merci. Merci à la Faculté des arts de l'Université du Québec à Montréal, le Laboratoire d'innovation territoriale Collectif Territoire, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, l'Observatoire Ivanhoe Cambridge du développement urbain et immobilier, Figura, le Centre de recherche sur les théories et les pratiques de l'imaginaire, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec, le Centre de recherche en éducation et formation relative à l'environnement et l'éco-citoyenneté, le Centre R, le Centre Sagami, le Petit Théâtre du Vieux-Noranda, l'Écart, lieu d'art actuel, la Revue Liberté, le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.